Bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence, cette nouvelle intervention qui pour l'heure va être présentée donc, par Monsieur le préfet hors classe Michel Sapin, qui est aussi ancien directeur général de la sécurité civile, et Monsieur Philippe Sauzet, inspecteur général de l'administration. Ces deux messieurs ont travaillé très longuement sur la question du bénévolat et des associations agréées de sécurité civile. Et ils vont donc, pendant la prochaine heure, nous parler de leur travail, de leurs réflexions et de tout ce qu'ils ont pu faire à ce sujet. Je vous laisse la parole. Bien, merci à vous et bonjour à tous. Alors, je voudrais préciser simplement que nous allons faire une conférence, si je puis dire, à deux voix, Philippe Sauzet et moi, dans la mesure où nous sommes tous les deux très complémentaires sur ce sujet, puisque nous avons travaillé successivement l'un et l'autre, l'un puis l'autre plutôt, sur les associations, et que nous avons remis à 2 ans d'écart, donc 2 rapports au ministre de l'Intérieur de l'époque et à ses collègues, autres ministres qui avaient un angle, si vous voulez, d'attaque sur ces problématiques de protection civile. Alors, préfet hors classe, dit-il, c'est gentil. En fait, donc je suis retraité maintenant depuis quelques mois, ce qui me donne d'ailleurs une liberté de parole totale, que n'a pas forcément mon collègue, puisque lui, il est encore en activité. Et donc, j'ai mené une carrière préfectorale assez classique, si vous voulez, avec plusieurs postes de préfet de département et de préfet de région, en Picardie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et j'ai terminé ma carrière comme chef de l'inspection générale de l'administration. Mais je dois dire que de tous les postes que j'ai occupés, aussi importants soient-ils, il y en a un qui m'a particulièrement passionné, c'est celui de directeur de la sécurité civile. J'étais directeur donc entre 2000 et 2003, à une époque qui est une époque charnière, et c'est pour ça que je voudrais en dire 2 mots, parce que si vous voulez, quand on parle d'association, il faut aussi parler de sécurité civile et de sécurité dans sa globalité. Or, dans l'histoire de la sécurité civile, il y avait la loi de 1987, qui a été la première loi où on a essayé d'organiser un peu en France les services d'incendie et de secours. Il y a eu ensuite la loi de 2004, et il y a maintenant cette course que nous vivons les uns et les autres à une sécurité de plus en plus forte, dans laquelle toutes les familles de la sécurité sont considérées et sont appelées à travailler ensemble. En 2000, quand j'ai pris mes fonctions, naufrage de l'Erika, les grandes tempêtes, explosion d'AZF, c'est vrai qu'à cette époque, si vous voulez, le monde politique, médiatique a découvert, si je puis dire, vraiment les crises de sécurité civile dans leur grande ampleur, avec un retentissement sur le plan national, en tout cas très fort, et aussi une attention de plus en plus forte portée par les uns et les autres à tous ces problèmes de sécurité des citoyens. C'est aussi l'époque où on commence à parler du devoir de précaution, puis du principe de précaution inscrit dans la Constitution. C'est l'époque où on a aussi au niveau des médias des chaînes spécialisées qui suivent en direct les événements, ce qui n'existait pas non plus auparavant. C'est-à-dire, le fait qu'en direct, un certain nombre de chaînes puissent retranscrire, et on l'a vu récemment dans les histoires de l'attentat et des attentats de Paris, il est clair que ça change, si vous voulez, un peu l'œil que peuvent avoir le citoyen, mais aussi les élus, mais aussi les médias, sur donc, toutes ces problématiques-là. Donc c'est pour ça qu'on a, au cours des 15 premières années donc, de ce siècle, beaucoup commencé à réfléchir sur une sécurité globale. Et je rappelle toujours qu'en France, parce qu'on a un système un petit peu particulier, nous avons la chance d'avoir plusieurs familles. On a la famille police nationale, on a la famille gendarmerie, on a la famille sécurité privée, qui est importante aussi, on a la famille, bien sûr, SAMU et services médicaux d'urgence, on a la famille, quelque part, la famille sapeurs-pompiers, bien sûr, on a la famille aussi des polices municipales, et on a 7e famille, celle des associations. Pour être honnête, il faudra ajouter la famille des douanes en 8, parce qu'on a vu qu'elle joue aussi de plus en plus un rôle important en matière de sécurité. Mais tout ça, ça fait un concept autour de ces 7 ou 8 familles qui rassemblent en France, et Philippe Sauzet reviendra sur la force de votre famille à vous, qui regroupe plus d'1 million de citoyens. 1 million de citoyens sont en France
membre de ces 7 ou 8 familles et donc assure en quelque sorte au quotidien la sécurité des uns et des autres. Or, qu'est-ce qu'on a constaté, si vous voulez, c'est qu'on a beaucoup œuvré au rapprochement entre la police et la gendarmerie, beaucoup œuvré au rapprochement entre la police nationale et la police municipale, beaucoup œuvré à la rapprochement entre les polices et gendarmeries et la sécurité privée. On a travaillé sur le rapprochement entre les sapeurs-pompiers et les SAMU, même s'il reste encore beaucoup à faire, mais au moins on y contribue un petit peu, notamment à travers le 112. On a travaillé, si vous voulez, sur le rapprochement des uns et des autres, sur l'organisation des uns et des autres. On a confié au ministre de l'Intérieur une tâche de cohésion de plus en plus importante sur ces familles-là, mais il y a une 7e famille, celle des associations, qui a été un peu laissée à l'écart au cours de ces années. Et c'est ça, si vous voulez, qu'on a essayé, Philippe Sauzet et moi, de mettre en exergue dans nos rapports successifs. Le fait même d'ailleurs qu'on nous ait demandé ces rapports au plus haut niveau du ministère de l'Intérieur montre qu'il y avait quand même aussi de la part des ministres successifs et de leur cabinet une prise de conscience sur le fait que les associations n'étaient pas à leur bonne place. Et je dois dire que les préfets, là je porte un témoignage personnel, les préfets pensaient également depuis longtemps qu'on ne faisait pas avec les associations tout ce qu'on pouvait faire et qu'on laissait trop souvent le hasard, les connaissances des uns et des autres, la détermination plus ou moins forte dans certains départements de telle ou telle personne, les amitiés nées dans un certain nombre de cercles, de clubs, d'associations entre les élus, les décideurs et des présidents d'associations. Mais c'était le hasard qui construisait ça souvent et ce n'était pas assez organisé. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je pense qu'il est important que nous ayons effectivement l'un appui l'autre dans une parfaite complémentarité. Je veux dire que quand j'ai attaqué mon rapport, moi c'était en 2013, le rapport de Philippe Sauzet et de ses collègues est un rapport qui m'est apparu évidemment déjà très pertinent et très complexe. Je n'ai essayé simplement que de développer et d'actualiser un petit peu 2 ans après. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, si vous voulez, en introduction. Donc, il faut bien voir, si vous voulez, que la place des associations, la place des bénévoles dans notre dispositif, c'est une pièce d'un élément global, la sécurité que demandent de plus en plus nos citoyens et les gouvernants, et que c'est dans cet ensemble qu'il faut traiter le problème et non pas séparément. Voilà, alors Philippe, donc je lui laisse la parole pour qu'il vous parle un petit peu de ce qu'on a constaté sur en gros les forces et faiblesses des associations aujourd'hui. Oui, monsieur le préfet, cher Michel, tu as été mon chef, c'était un plaisir de travailler sous ton autorité et ça a été un plaisir de continuer à travailler ensemble sur ce sujet sur lequel nous sommes complètement sur la même longueur d'onde. Alors comment en est-on arrivé à produire 2 études qui marquent un peu, je pense, leur époque sur ce sujet du bénévolat? Je pense qu'il faut repartir d'une loi qui vous concerne directement et qui a marqué par les principes qui sont à sa tête, qui a vraiment marqué une progression essentielle dans la reconnaissance de votre mouvement. C'est la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. Vous savez que cette loi, elle est un peu placée sous le principe, sous l'inspiration suivante: la sécurité civile est l'affaire de tous. Alors ça, c'est absolument fondamental, parce que ça veut dire que bien sûr, c'est une affaire des services publics et des secours. Et encore là-dessus, il faudra approfondir, parce que c'est pas si simple que ça. Mais c'est aussi l'affaire du citoyen et de la société qui se prend en main elle-même. Et là, nous sommes dans une évolution fondamentale et adaptée à notre temps. Une évolution qui donne une place évidemment emblématique au mouvement que vous représentez. On y reviendra, je pense, en conclusion. Alors, cette loi de 2004, elle a concrétisé le principe selon lequel la sécurité civile est l'affaire de tous, en reconnaissant officiellement la place des associations dans le dispositif de secours et de soutien à la population. Elle y consacre un titre, un chapitre, je crois. Et cette loi de 2004, elle crée ce que vous connaissez bien, un agrément administratif pour les associations. C'est un équilibre
administratif, juridique, économique extrêmement intelligent qui a été mis en place à ce moment-là. On donne aux associations un certain nombre de missions, le monopole pour remplir un certain nombre de missions. Je pense essentiellement aux postes de secours. Missions qui leur permettent de récolter, missions qui sont payantes pour les organisateurs de grands rassemblements de personnes, missions qui leur permettent de récolter un peu de recettes. Et en contrepartie, donc on assure finalement le financement, une partie importante du financement de ces associations. Et en contrepartie, ces associations, elles sont mises en mesure de s'équiper, de se former et de jouer un rôle en cas de besoin pour la sécurité générale de nos concitoyens en cas de crise. Donc un équilibre extrêmement subtil et extrêmement intelligent. Alors cet agrément, il a été mis en place par la Direction de la Sécurité Civile à partir de 2006 et la loi prévoyait que l'inspection générale contrôlerait les associations agréées. Tout ça, c'est une mécanique administrative tout à fait classique. On donne un avantage, on donne un label et en échange, on exerce un contrôle. Et c'est ce contrôle que nous avons engagé à partir de 2006, en commençant par le Corps mondial de secours dont le président était présent il y a un instant. Ce contrôle, il faut bien le dire, très rapidement transformé en un suivi amical du mouvement bénévole, qui n'excluait pas de dénoncer un certain nombre de dérives si on en rencontrait, et c'est arrivé. Donc nous avons pris contact avec ce milieu associatif. Nous avons contrôlé, visité l'essentiel des associations agréées au plan national, une quinzaine en fait. Et puis nous nous sommes dit, après avoir redécouvert toutes ces structures si différentes, nous nous sommes dit, mais finalement, il faudrait prendre la mesure du mouvement bénévole dans son ensemble, chose qui n'existait pas. Et donc nous l'avons proposé au chef de l'inspection, au ministre, et ça a été immédiatement accepté, ce qui nous a permis de nous lancer dans cette opération photographie du mouvement bénévole dans son ensemble, lancée en 2011 avec le premier rapport qui est sorti en 2012. Alors qu'est-ce qui est apparu ? Il est apparu un milieu finalement méconnu des pouvoirs publics. Bon, méconnu, je dirais, dans ses motivations, dans ses modes d'action. Le lien s'était distendu incontestablement. Il y avait des relations traditionnelles avec des très grands organismes, bien sûr, mais le contact régulier, quotidien, sur le terrain était plus faible, et même au niveau national. Et puis nous avons rencontré des gens qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Nous vous avons rencontré, vous tous, qui travaillez le soir pour vos associations, qui travaillaient le week-end, alors que nous, le soir et le week-end, évidemment, on ne fait plus rien, comme beaucoup de nos concitoyens. Donc ça a été très original. Nous avons rencontré des gens qui s'investissaient considérablement, mais qui peut-être en contrepartie de leur investissement personnel considérable avaient souvent des personnalités, enfin c'est une caractéristique, une association, je pense, avait des personnalités très fortes. Donc nous avons découvert un milieu parfois un peu conflictuel. Un milieu où il y a des gens de caractère, des gens d'autorité. Et puis un milieu qui avait aussi envie de privilégier l'opérationnel, comme on dit. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est la mission, c'est d'être sur le terrain. Et je me souviens d'un président d'association qui m'a dit, vous savez, ce serait bien que dans votre rapport, vous écriviez qu'il faut faire un budget et qu'il faut avoir des comptes. Ça m'aiderait à faire passer cette idée auprès de mes adhérents. Bon, c'est vous dire que l'aspect gestion ne doit pas être négligé et je sais qu'aujourd'hui, vous ne le négligez pas. Alors, cette redécouverte, si vous voulez, fondamentalement, ce qui est, je pense, ce qui a marqué le rapport de 2012, c'est l'aspect quantitatif de la redécouverte, dont je vous redonne très très rapidement quelques ordres de grandeur. Un mouvement bénévole de 200 000 personnes dans l'orbite de la sécurité civile et du soutien à la population, donc considérable. Alors un mouvement bénévole certes en diminution et les 200 000 ne sont pas tous opérationnels. Nous avons estimé que dans les gens formés, mobilisables,
en âge, je dirais, et en conditions physiques pour jouer un rôle, on pouvait compter sur à peu près 70 000 personnes, ce qui est malgré tout considérable. 70 000 personnes, réparties sur l'ensemble du territoire. 800 associations, des structures extrêmement diverses. Des toutes petites structures très spécialisées, avec une vocation très forte. Parfois quelques dizaines de membres, quelques centaines de membres. Je pense en particulier à des structures à vocation internationale, Secouristes sans frontières, par exemple, le Corps mondial de secours. Et avec, pour compléter ce que dit Philippe, avec aussi une spécificité forte dans certains domaines. Le secours en mer, la spéléologie. Non pas, si vous voulez, que les SDIS n'aient pas aussi des moyens qu'en ce qui concerne le secours maritime, les amiraux ne possèdent pas aussi quelques moyens, mais de moins en moins. Il y a de moins en moins de navires d'État, par exemple, sur le secours en mer. Et donc on est bien content, effectivement, d'avoir à ce moment-là les associations spécialisées en spéléologie. C'est un peu la même chose. Donc il y a le nombre, mais il y a aussi la spécificité. Et troisième chose aussi, c'est la couverture du territoire. Il n'y a pas un département qui n'a pas une association au minimum forte, présente dans le département et prête à aider les autorités, que ce soit les maires ou les préfets. Alors effectivement, pour terminer sur ce constat ou cette redécouverte, cette photo du monde associatif que vous représentez, donc 70 000 opérationnels, 800 associations, des grandes, des petites, des fédérales, des unitaires, des spécialisés ou des généralistes du secours. Les spécialisés, très spécialisés, bon, les transmetteurs, la spéléo dont on vient de parler, etc. Et puis une contribution à la protection de la population considérable. En 2010-2011, on a estimé qu'on avait 50 000 dispositifs prévisionnels de secours, ce qui représentait 145 000 personnes accueillies, traitées, alors pas toujours dans un état catastrophique, mais 145 000 personnes traitées par vos associations et par vos structures. Nous avons estimé que plus de 3 millions d'heures bénévoles étaient réalisées par vos associations et vos structures en une année. Ce qui est là aussi considérable à une époque où on compte tout et l'argent manque, les budgets publics sont évidemment contraints pour pas mal d'années. 3 millions d'heures, ça fait un équivalent d'apport à la société de 80 millions d'euros. Donc voilà, ces différents chiffres qui sont approximatifs, bien sûr, qui sont des ordres de grandeur, nous permettent quand même de prendre une première mesure de l'ampleur et de l'intérêt de ce mouvement que nous avions peut-être, nous autres pouvoirs publics, un peu perdu de vue. Alors ceci dit, tout n'est pas rose. Voilà. Il y a aussi des points plus, comment dirais-je, d'amélioration. Voilà, alors effectivement, puisqu'on est là pour se dire les choses, je veux dire, on vient de parler des forces du mouvement à tout point de vue et du rôle que les associations jouent ou peuvent jouer, mais il faut dire aussi effectivement qu'il y a un certain nombre de faiblesses. Dans notre rapport, nous soulignons par exemple l'émiettement des associations, le fait qu'en dehors des 4-5 grandes associations historiques, il y a beaucoup sur le terrain de petites associations et nous nous posons quelquefois des questions sur à la fois la réalité de leur existence, sur la réalité aussi de leurs compétences et sur la réalité de leur motivation. Parce que quand on disait tout à l'heure qu'il y a derrière aussi un budget mis dans la formation ou dans les postes de secours, il y a aussi des associations qui, à force de ne faire que ça, ne pensent plus à faire autre chose, et notamment ce qui est l'essentiel enfin, l'essence même de leur activité, c'est-à-dire le secours aux personnes. Est-ce qu'on peut systématiquement ne faire que de la formation sans jamais faire du secours? C'est une question qu'on peut se poser, parce qu'on devient des professionnels à la limite de la formation, et donc le risque de dérive mercantile existe à ce moment-là, et on n'a pas forcément toujours les moyens, ou on n'entretient pas toujours les moyens matériels et humains pour intervenir réellement. On trouve cette objection ou cet inconvénient, on le retrouve aussi beaucoup sur le plan international. Dans notre rapport, j'insiste peut-être plus moi que ne le faisait Philippe Sauzet dans le mien, mais c'est vrai que j'ai un vrai souci sur les interventions internationales. Là encore, il y a certainement des choses à revoir.
On donne des agréments internationaux, on en donnait à l'époque, on donnait des agréments internationaux à des associations qui ne travaillent qu'à l'international et qui ne montrent pas sur le territoire national les compétences techniques, humaines, le savoir-faire qui est le leur. Est-ce qu'on accepterait par exemple que nos usines d'aviation sortent des avions qui peuvent voler partout mais qui ne volent pas en France? Et c'est un peu ça. Une association qui ne prouve pas sur le territoire national quelle est la réalité de son savoir-faire, est-ce qu'elle est légitime à aller à l'étranger avec un drapeau français sur l'uniforme faire des opérations, alors qu'on n'a jamais pu juger de ce qu'elle valait exactement sur le territoire national. Donc ça, il y a là un vrai domaine sur lequel je pense il y a beaucoup de choses à revoir. Alors, à l'inverse aussi, dans les faiblesses, si je peux dire, il y a une faiblesse qui n'est pas de la faute des associations, mais qui est de la faute de l'État et des pouvoirs publics en général. C'est la méconnaissance, ou plutôt le manque de reconnaissance. Dans combien de départements des présidents d'associations, quels qu'ils soient, nous ont dit, nous, on ne voit jamais le préfet, on ne voit jamais le président du conseil général ou exceptionnellement quand il se passe quelque chose. On n'est pas reçu, on n'est pas invité aux réceptions, on n'a pas de décoration. Alors au sens, évidemment, il y a décoration et décoration, il y a les ordres nationaux, mais je veux dire, il y a aussi des reconnaissances sur le plan départemental qui sont possibles d'avoir. Il y a aussi des médailles, là maintenant la médaille de la sécurité civile qui existe depuis quelques années. Donc on a, si vous voulez, cette idée de la part de beaucoup de responsables d'associations qu'ils sont méconnus. Et qui dit méconnu, dit quelquefois on n'est pas aimé. C'est ce qu'on a l'air de nous dire aussi. Alors il y a les relations avec les SDIS, qui sont, bon, là encore, au niveau national, amélioration très claire. Je pense que les responsables d'associations qui sont là savent bien qu'avec la Fédération des sapeurs-pompiers de France, par exemple, les relations se sont nettement améliorées depuis quelques années. Il y a une communication, il y a un dialogue, il y a une volonté de faire des choses ensemble. Mais sur le territoire national, les choses sont un peu différentes. Il y a des SDIS ou encore, ou même pour aller au-delà, en dessous du département, il y a des villes, il y a des casernes de pompiers qui ne parlent pas avec des associations ou qui parlent qu'avec certaines. Ce que je disais tout à l'heure, le hasard. Le colonel de sapeurs-pompiers ou le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers du coin est au Rotary ou va jouer aux boules avec un responsable d'association. Donc là, il a de bonnes relations avec lui, mais il ignore les autres. Donc il y a, si vous voulez, cette méconnaissance ou ce manque de connaissance, en tout cas, ce qui est un manque de considération finalement, qui est quelque chose qu'on a souligné dans nos rapports et qu'il faut absolument corriger si on veut que les choses aillent dans le bon sens. Alors maintenant, ce que nous avons trouvé aussi l'un et l'autre, ce sont des attentes fortes, par contre. Attentes, bien sûr, qui viennent des associations, mais attentes aussi qui viennent des pouvoirs publics, pour des raisons qui sont simples, je le disais tout à l'heure, l'exigence de la population d'une sécurité globale. Le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un élu, que ce soit un maire, président de conseil général, un député, qui ne sait pas que les problèmes de sécurité dans sa circonscription, ce sont des problèmes qui peuvent lui valoir, entre guillemets, la considération ou non de ses électeurs. Et qu'on ne lui pardonnera pas. Un maire qui ne fait pas les choses bien en matière de secours aux personnes, il sait qu'il court un risque. Il y a les tribunaux, je parlais du principe de précaution, il y a les jurisprudences, les maires qui ont été, et on a eu des exemples récents qui sont forts, hein, des maires qui sont mis en examen, qui sont condamnés pour un certain nombre de choses. Des préfets aussi, il n'y a pas que des maires, il y a des préfets. On a des collègues dans le corps préfectoral qui ont eu aussi, bien sûr, des procédures contre eux parce qu'il n'y avait pas d'efficacité ni dans la prévention, ni dans l'intervention. Ça compte. Donc il y a ce climat général, on veut plus de sécurité. Et comme on veut plus de sécurité, on se dit il faut avoir beaucoup de monde avec nous. Deuxième élément, la baisse des moyens disponibles chez les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Ça, c'est un sujet, un vaste sujet, je veux dire, c'est pas en 2 phrases qu'on peut en parler, mais il y a globalement, ça ne vous épargne pas, les associations aussi, vous avez aussi ce problème de recrutement. Mais chez les sapeurs-pompiers, c'est assez fort maintenant. Et malgré les mesures qu'on a pu essayer de mettre en place, il y a effectivement une érosion dans les casernes de sapeurs-pompiers du nombre de volontaires et les effectifs de professionnels, avec la crise financière et budgétaire que rencontrent les départements, les communes, on sait très bien qu'ils ne vont pas recruter dans les prochaines années beaucoup de sapeurs-pompiers professionnels. Donc on a des moyens qui sont, disons, au minimum à l'étiage et qui ont tendance à diminuer.
On a des craintes sur le plan européen aussi, les histoires de temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, voire le cumul volontaire professionnel qui existe chez les sapeurs-pompiers. Donc il y a des inquiétudes là-dessus. Et ces inquiétudes vont dans votre sens, puisqu'on se dit, si on a moins, ou en tout cas pas plus de sapeurs-pompiers, et qu'on a une demande très forte de la part des citoyens, il va falloir effectivement qu'on travaille encore davantage avec les autres. C'est vrai aussi dans le monde hospitalier, dans le monde médical. Bon, quand on regarde aujourd'hui, si vous voulez, la situation réelle, avec un vieillissement de la population très fort, vous le savez bien, avec le fait que de plus en plus de personnes âgées ont tendance à appeler des secours à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, alors qu'elles n'ont pas un problème vital, mais qu'elles ont un problème de mal-être, d'angoisse. C'est-à-dire quand vous voyez un VSAB de sapeurs-pompiers arriver avec 4 sapeurs-pompiers, voire 3 seulement quelquefois, qui va passer 1 heure ou 1 heure et demie au chevet d'une vieille dame ou d'un vieux monsieur qui n'a strictement rien de vital, on se dit effectivement qu'il y a peut-être manière d'organiser différemment les choses. Et puis, il y a, si vous voulez, les attentes aussi des grands ministères. Le ministère de la Santé, quand on va voir le directeur général de la Santé, il nous dit 50 000 morts subites en France. C'est très mauvais, le chiffre est très mauvais sur le plan européen. Et si on faisait simplement que revenir à la moyenne européenne du nombre de décès subis, on économiserait entre 10 et 15 000 vies par an. C'est quand même considérable. Quand on pense aux efforts qu'on a fait en sécurité routière pour en économiser 7 à 8 000 au cours des 10 dernières années, c'est déjà beaucoup et c'est bien, il fallait le faire. Mais faisons un petit peu d'effort aussi pour économiser éventuellement 10 à 15 000 vies sur le thème de la mort subite. Donc là aussi, la mort subite, ça se réglera avec des matériels, mais avec des hommes et des femmes, et donc avec des gens qui sont partout, sur tout le territoire, capables d'intervenir quand il le faut. Au niveau du ministère de la Jeunesse et du ministère de l'Éducation nationale, on nous dit qu'il faut former davantage les enfants, former davantage les lycéens, former davantage les étudiants. Le ministère du Travail dit qu'il faut former encore davantage dans les entreprises à toutes les problématiques de secours aux personnes. Quand vous ajoutez tout ça, on se dit effectivement que les sapeurs-pompiers, les SAMU, les corps médicaux, etc., c'est bien, mais qu'on ne fera jamais quoi que ce soit sans vous, et en vous donnant beaucoup plus de compétences et beaucoup plus de moyens pour agir dans ces secteurs-là. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on met en rapport, c'est à la fois, si vous voulez, des faiblesses, je l'ai dit, parce que tout n'est pas rose dans votre monde, mais c'est aussi effectivement les perspectives, les attentes des uns et des autres dans un contexte qui est quand même très particulier aujourd'hui, avec une demande de plus en plus forte donc de sécurité. Alors, des attentes, alors quand on attend, on est impatient, c'est normal. Et sur notre sujet, évidemment, nous avons senti ces attentes, nous avons senti cette impatience, ce désir que les choses avancent. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on peut dire qu'elles avancent. Il se passe des choses sur le thème du bénévolat et sur ce qui vous concerne et sur votre engagement remarquable et maintenant toujours mieux reconnu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je vais dire une chose que vous allez me dire si c'est juste ça. Les idées avancent. Et ça, c'est considérable. Les idées avancent. Dans les têtes, un peu partout, le mouvement bénévole, et je vous le dis parce que moi j'en parle tous les jours avec mes collègues, le corps préfectoral, la direction de la sécurité civile, le mouvement bénévole, les gens se disent « Ah mais oui, mais bien sûr, mais c'est vrai, c'est intéressant, c'est important ». Ça, je le ressens. Alors, les idées avancent. Bon, ceci dit, si vous me dites ça, c'est bien gentil, mais ça ne suffit pas, vous avez raison. Il y a des choses tout à fait concrètes qui se passent. Bon, d'abord, il y a le fait qu'en 2011, on a demandé un rapport à l'Inspection générale de l'administration qui a fait, comme d'habitude, je dirais, un travail administratif aussi bien que possible en essayant de prendre un sujet et puis de le débroussailler et d'en présenter un panorama aussi clair que possible. Bon, mais c'est un rapport administratif de plus. Hein, je le dis parce que c'est ce que je fais à longueur de journée, mais c'est un rapport administratif de plus. 2012. Le fait que le ministre confie ensuite, non pas à l'Inspection générale, mais à une personnalité particulièrement éminente, je le dis parce que c'est mon chef, encore une fois, que j'aime, mais c'est vrai que le fait que le ministre confie à une personnalité indépendante et particulièrement éminente le soin de reposer le problème, de l'approfondir, c'est déjà faire avancer le sujet. Bon.
Et le rapport 2014 de Michel Sapin, il fait avancer le sujet sur plusieurs points que je voudrais souligner, et plusieurs points vraiment fondamentaux. Le premier, c'est la complémentarité. Nous avions une atmosphère depuis des années de concurrence. C'est un milieu de forte personnalité, etc. Bon, on l'a dit, de caractère. Nous avions une atmosphère de concurrence entre les associations, mais surtout entre les associations de bénévoles et le mouvement sapeur-pompier. Bon, pour nous, évidemment, en France, le mouvement sapeur-pompier, c'est une priorité absolue. Le volontariat, c'est je dirais, un pilier sur lequel repose la protection de la population. Et on ne peut pas, d'une façon ou d'une autre, porter une atteinte ou une menace sur le volontariat. Ça peut être une des raisons des relations parfois un peu difficiles entre le mouvement bénévole et le mouvement et l'administration. Bon, et ben, je pense qu'on est en train de surmonter, grâce au rapport de Michel Sapin et à son action, on est en train de surmonter cette opposition bénévolat-volontariat. Et je pense que à la fois les associations de bénévoles et la Fédération des sapeurs-pompiers de France sont engagés dans un dialogue qui est important. Un deuxième aspect qui montre que les choses bougent, c'est la prise en compte interministérielle du sujet, dont on vient de parler sur les différents aspects de la formation, et puis la prise en compte internationale. C'est très spécifique l'international, on pourra en reparler si vous avez des questions là-dessus, mais là aussi, je pense que les choses vont bouger. Alors, les choses avancent, et là, je vais pas le détailler, mais je pense que le directeur de la sécurité civile, Jean Bonnet, qui est ici, vous le dira de façon beaucoup plus précise et concrète que moi. Mais beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses concrètes, pratiques ont été faites. Je pense que les associations vont le voir ou le voient d'ores et déjà. Elles auront des occasions de rencontrer les pouvoirs publics, des occasions de travailler ensemble. Et Jean Bonnet le dira beaucoup mieux que moi. Et puis, il y a un point essentiel aussi qui me fait dire que les choses avancent dans toute cette progression des idées qui est à la base de tout. Hein. C'est que le mouvement bénévole se prend en main lui-même. Alors là, nous sommes dans un des paradoxes et dans une des, je dirais, des ambiguïtés presque de votre situation. Le mouvement, de ce que j'ai senti, des relations entre le mouvement bénévole et les pouvoirs publics. C'est un peu... je veux qu'on m'aime, mais enfin pas trop non plus. Hein. Et faites attention, j'ai eu l'occasion de le dire à la fédération, à la FNPC il y a quelque temps, faites attention, l'administration, quand elle se met à vous étreindre, à vous embrasser, elle vous absorbe. Donc, vous voulez des bonnes relations avec les pouvoirs publics veulent des bonnes relations avec vous avez raison, mais conservez votre indépendance. Et alors le fait que le mouvement bénévole se prenne en main lui-même, il est marqué de façon exceptionnelle et emblématique, à la fois sur le fond et puis par la personnalité qui conduit cette affaire, qui est la préfète Michèle Merly. Et je pense que là aussi, on a le témoignage que les choses, qu'on a franchi une marche, que les choses vraiment progressent considérablement. Quand on a remis nos rapports, c'est vrai que c'est toujours un peu agaçant pour vous, puisque c'est de vous dont il était question dans ces rapports, pour nous parce qu'on les écrit, et c'est toujours un peu frustrant et énervant de voir que ça ne va pas plus vite derrière. Bon, alors il faut dire aussi que quelquefois on n'a pas de chance, je le dis, mais il faut savoir les choses. Il remet son rapport en 2012. Je vais le porter à Claude Guéant, ministre de l'Intérieur à l'époque. On était à 2 mois et demi des élections présidentielles et législatives. Claude Guéant, il me dit « Tu es bien gentil, mais toi, on en reparlera après les élections. » Sauf qu'après les élections, il n'y avait plus Claude Guéant. Donc j'arrive avec le nouveau ministre, Manuel Valls. Et je lui dis « Monsieur le ministre, voilà le rapport. Il me dit « C'est très intéressant, mais en ce moment, j'ai d'autres priorités. Parce que j'arrive, il faut effectivement que je m'occupe de la police et de la gendarmerie, ça c'était évident, et puis un peu des préfets aussi, mais je vais y repenser après. » Bon, donc on a déjà perdu une année avec ce calendrier électoral. Bon, c'est comme ça, je veux dire, c'est la vie de l'administration, de l'IGA, des autres inspections. On connaît tous ces difficultés à aller vite. Mais maintenant, c'est vrai, je confirme tout à fait ce que disait Philippe. Je pense qu'il y a vraiment là un climat qui est beaucoup plus favorable aujourd'hui à ce que ces problématiques avancent.
Et je dis aussi que l'arrivée de Michel Merli à la tête du Conseil national de la protection civile, c'est quelque chose de très important aussi, parce qu'elle a fait en sorte que le dialogue entre les uns et les autres, au sein même des associations, se fasse. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à faire. Une au niveau national, une au niveau des départements. Parce que je ne crois pas, si vous voulez, dans des problèmes comme celui-là, qui sont des problèmes finalement très, très importants quantitativement, qui sont répartis sur tout le territoire, que c'est deux paris de la discussion entre des autorités ministérielles, des associations, des responsables de ministères, qu'on va trouver une solution qui sera valable partout. Il faut qu'à Paris, on donne les feux verts, que l'on crée effectivement une instance de dialogue pérenne entre les associations et tous les ministères concernés. Parce qu'il n'y a pas que l'intérieur. Je le disais tout à l'heure, il y a la santé, il y a le travail, il y a la jeunesse et sport, il y a l'éducation nationale, il y a les affaires internationales, enfin les affaires étrangères. Ça en fait des ministères qui sont concernés par tout ça, plus le Premier ministre qui coordonne. Donc il faut qu'entre ces administrations et les associations, sans oublier les élus, sans oublier la Fédération des sapeurs-pompiers de France, sans oublier à Paris la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qu'il y ait une instance de dialogue et de discussion qui donne, si vous voulez, des grandes lignes, qui donne des autorisations, qui donne une impulsion. Et au niveau de chaque département, c'est une des autres, si vous voulez, propositions fortes, à mon avis, qu'il faut mettre en place. Il faut qu'on demande au préfet, dans chaque département, de réunir des conférences départementales de la sécurité civile, où là aussi le préfet, avec son directeur de cabinet, fait venir autour de la table les pompiers, le SAMU, SOS médecins quand il y en a aussi, parce que Dieu sait que c'est important aussi dans bien des cas, et qu'on y mette bien sûr toutes les associations représentées dans les départements, qui ne seront pas forcément les mêmes dans tous les départements, en fonction aussi des problèmes. Si vous prenez le sud de la France, il faut y mettre bien sûr les comités communaux feux de forêt. Si vous prenez tout ce qui est zone avec des gouffres ou des cavernes, il faut y mettre des spéléos, mais pas forcément ailleurs. On ne va pas mettre des spéléos dans des départements où il n'y a pas de spéléos. On ne va pas mettre les départements qui n'ont pas de façade maritime, on ne va pas y mettre la Société nationale de sauvetage en mer. Donc il faut qu'il y ait une certaine souplesse. Et il faut que dans ces conférences départementales, les uns et les autres prennent conscience de l'existence des uns et des autres. Que les pompiers voient bien ce qu'ils ont en face d'eux, avec eux, quand ça va mal. Que les associations voient bien aussi là où les pompiers sont peut-être plus ou moins forts. Il faut s'inspirer d'un certain nombre d'exemples. Alors, je le dis, par exemple, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, depuis 3-4 ans maintenant, elle a une expérimentation qui n'en est plus une maintenant, c'est une pratique. Hein, à Paris, quand vous faites le 18 ou le 112, dans certains arrondissements de Paris, le soir, le week-end, vous le savez peut-être, ce n'est pas la brigade qui arrive avec ses engins, mais c'est la Croix-Rouge, c'est l'Ordre de Malte ou c'est la Fédération nationale de protection civile. Et ces trois grandes associations collaborent avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ça n'a pas été évident au départ, c'était une révolution un peu de faire ça pour les uns et les autres, mais ça marche, ça fonctionne, tout le monde est content. Dans le cadre de mon rapport, j'ai rencontré tout le monde, tous les acteurs de cette expérimentation, y compris le maire de Paris. Tout le monde trouvait que c'était très bien. Ce qui se fait à Paris, je ne dis pas qu'on peut le faire partout, mais on peut essayer de le faire dans un certain nombre de villes où les sapeurs-pompiers, par exemple, sont moins forts quantitativement ou qualitativement qu'ailleurs. On peut aussi mettre en place des choses spécifiques dans des départements ruraux, avec des difficultés de communication qui font que les secours partant du chef-lieu de département ou des sous-préfectures mettent plus de temps à arriver, alors que dans telle ou telle commune, chef-lieu de canton, on a des associations présentes. Eh bien, il faut expérimenter des formules comme celle-là, où on donne aux associations un vrai rôle dans l'organisation des secours et dans leur mise en œuvre. C'est possible de le faire. Encore une fois, on le fait à Paris. Donc si on le fait à Paris, on peut le faire ailleurs. L'ancien préfet de région PACA que je suis pourrait dire on pourrait le faire à Marseille aussi. Par exemple, bon, c'est un truc qui pourrait démarrer très vite, ça. Donc il faut expérimenter tout ça, et je pense que ça, c'est tout à fait essentiel de pouvoir mettre en place cette collaboration opérationnelle avec donc un accord venant des plus hautes autorités à Paris au sein d'un espèce de conseil ou de comité, et ensuite sur le terrain, département par département, des préfets garants de l'organisation de telles conférences et de la mise en place de ces systèmes. Ça, c'est pas compliqué à faire, c'est pas long à faire. Il n'y a pas à écrire, on n'a pas besoin d'une loi, de 40 décrets et de 74 arrêtés derrière. Ça peut se faire simplement par une instruction des ministres donnée au préfet d'organiser cela. Voilà.
Ça, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être dans l'air du temps. J'espère que Jean Bonnet, tout à l'heure, quand il prendra la parole au cours de la table ronde, pourra nous dire que je ne suis pas dans le rêve, mais que je suis peut-être dans une approche pragmatique, mais néanmoins rapide des choses. Alors, après une approche pragmatique des choses, je reprends ma marotte des idées générales et abstraites pour vous dire pourquoi je crois que vous, le mouvement bénévole, vous représentez une partie essentielle de l'avenir du champ de la protection des populations en France. Je crois qu'il y a trois idées qu'il faut retenir et qui font que votre mouvement, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer, est extrêmement important pour le pays et extrêmement, en réalité, porteur. La première idée générale, c'est ce qu'on a appelé, de façon un peu technique, la résilience, c'est-à-dire la capacité de la société ou d'un organisme en général à faire face par lui-même aux difficultés qu'il rencontre. Alors ce terme de résilience, finalement, il correspond beaucoup aux missions à l'organisation de la sécurité civile dans l'histoire. On sait bien qu'il y a tout un aspect de préparation aux crises, d'information des populations, etc. Mais ce thème de la résilience, il est monté en puissance ces dernières années. Il a été mis en avant dans les livres blancs sur la sécurité successifs sur la défense et la sécurité nationale. Et finalement, je pense que vous, bénévoles, le milieu bénévole, vous êtes une expression emblématique de la façon dont la société, les citoyens, peuvent contribuer eux-mêmes au traitement des situations difficiles. Donc vous êtes au cœur de la résilience. Deuxième idée un peu générale qu'on évoque aujourd'hui, le problème des finances, le problème de l'argent. Finalement, on y revient régulièrement. Le mouvement bénévole, naturellement, dans des missions complémentaires des services spécialisés de secours, il est pour le pays et pour la population porteur d'un appui qu'on ne pourrait pas se payer. Il faut dire les choses concrètement. Ça n'est pas une exploitation des bénévoles. C'est au contraire un mouvement altruiste qui est dans l'esprit de toute la sécurité civile depuis des siècles. Donc, conserver, à mon sens, si je puis me permettre de parler de façon un petit peu directive, après vous avoir rencontré pour la plupart dans vos associations, veillez bien à conserver cette déontologie qui vous distingue de tout autre, cette déontologie désintéressée du bénévolat. Et puis, troisième point, aujourd'hui, on parle beaucoup de la citoyenneté. Il y a eu des événements récents, bien sûr, mais c'est là aussi un thème qui monte. Et quoi de plus citoyen, finalement, que s'engager, comme le font les bénévoles, sur des heures difficiles, en prenant sur leur vie personnelle, souvent, sur leurs moyens personnels. Il y a bien des associations dont le siège est en fait chez le président. Quoi de plus citoyen que cet engagement très fort au service de l'intérêt général et de nos compatriotes. Donc, déontologie, résilience, citoyenneté, voilà, qui vous place vraiment, sur le plan des idées générales, mais dans la pratique aussi, qui vous place comme un fer de lance de la protection civile, de la sécurité civile pour l'avenir. Oui, Philippe a tout à fait raison là d'insister sur le contexte un peu nouveau là depuis les annonces récentes là du gouvernement sur le développement d'un service civil, d'aller de plus en plus vers l'idée que les jeunes doivent obligatoirement, entre guillemets, alors obligatoirement ou pas obligatoirement, ça dépendra quel est finalement le choix fait, mais dire que ça soit plus systématique qu'aujourd'hui dans une démarche altruiste de formation à la fois individuelle du jeune, mais en même temps dans une démarche où il rend service aux autres. Donc là, je pense qu'il y a aussi effectivement beaucoup de choses à imaginer dans le cadre de ce
dispositif. Et vous voyez, je pense à une chose simple. J'étais préfet de la Seine-Saint-Denis à un moment. Bon, comme préfet de la Seine-Saint-Denis, dans les quartiers les plus difficiles, en dehors effectivement des pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont compétents et qui vont encore dans les quartiers, eh bien, quels étaient les seuls qui restaient encore vraiment présents dans un certain nombre de cas? C'était les associations. Et on avait des quartiers entiers de Seine-Saint-Denis où on était bien content de savoir effectivement qu'une association était sur le terrain et pouvait entamer un dialogue dans un certain nombre de bâtiments dans lesquels il n'était pas facile d'entrer autrement. Donc ça aussi, il n'y a pas que les zones rurales déshéritées dans lesquelles effectivement les associations peuvent aussi jouer un rôle. Il y a toutes les zones urbaines et périurbaines où là aussi c'est très important pour vous d'être présent. Alors, peut-être pour terminer et avoir le temps de poser quelques questions, je dirais dans les rapports qu'on a remis et qu'on a essayé un petit peu de vous résumer, on fait un pas, je veux dire, vers vous évident et on propose à l'État, aux élus, de faire ce pas aussi en matière de reconnaissance. Par exemple, je disais le manque de reconnaissance qu'il y a, je pense qu'il faut évidemment là-dessus prendre des mesures aussi. Mais en échange, il faut aussi que les associations fassent un certain nombre d'efforts en matière de gestion. Ça, c'est évident, si vous voulez, qu'il y a des affaires qui ne devraient pas se produire. Il y a un effort qu'il faudrait faire sur l'audit interne des associations, la façon dont elles sont gérées. Il y a aussi les relations entre vous. Je disais tout à l'heure combien l'arrivée de Michel Merly, la création de ce comité ensemble des grandes associations, c'est très important. Mais sur le terrain, il faut aussi y arriver. Il faut aussi qu'il y ait des dialogues entre vous quelquefois. Bon, ça, il y a un effort à faire. Et sur l'international, il y a sûrement un gros effort à faire là. Le Quai d'Orsay là-dessus est très demandeur. J'ai rencontré plusieurs ambassadeurs. On parlait tout à l'heure d'Haïti par exemple. Bon, celui qui était à Port-au-Prince quand il y a eu donc ce tremblement de terre, l'ambassadeur m'a raconté des choses qui sont difficilement admissibles sur des arrivées d'associations dont personne ne savait exactement qui elles étaient, qui venaient intervenir on ne sait trop comment, les unes en se plaçant sous l'égide des grandes fédérations d'associations, d'autres qui venaient avec des associations dont on ne savait pas trop, soi-disant rattachées aux Nations Unies, à l'UNICEF, que sais-je. Bon, c'est pas bon. C'est-à-dire ça, je veux dire, là-dessus, il faut vraiment qu'il y ait un gros travail de fait pour qu'il y ait une cohésion. Et ça tombe bien puisque la Fédération des sapeurs-pompiers de France est en train aussi maintenant de développer son outil pour pouvoir intervenir de façon coordonnée entre les SDIS à l'étranger. Ça, c'est bien. S'il pouvait y avoir aussi plus de cohérence du côté des pompiers, bon, l'État a encore ses moyens d'intervention, ils existent et c'est très bien, et qu'il y ait aussi donc quelque chose de plus coordonné pour les associations dans ces interventions. Voilà. Donc on a essayé, si vous voulez, d'être dans ce rapport objectif, quand je vous disais tout à l'heure, les forces, les faiblesses, les perspectives, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut aussi que vous fassiez de votre côté, vous les associations, pour améliorer les choses. Voilà, je crois qu'on a à peu près présenté notre affaire. On a théoriquement un quart d'heure possible pour des questions-réponses si vous le souhaitez. Voilà, tout à fait. Donc je vous remercie déjà, monsieur le préfet et monsieur Sauzet, de nous avoir fait cette présentation. Et bah, écoutez, on est à votre écoute. Si vous avez donc des questions à poser, n'hésitez pas. Au centre. Bonjour, Daisy Akoué. J'aurais souhaité parler d'un public qui, me semble-t-il, n'est jamais abordé en termes de sécurité civile. Alors, je m'explique. On est effectivement passé d'une organisation des secours à une organisation de la réponse sécurité civile, d'association de secourisme à association de sécurité civile, d'association qui faisait que du secours à accueil des impliqués et du soutien psychologique, etc. Aujourd'hui, un autre constat, c'est que, me semble-t-il, certaines des associations de sécurité civile font aussi de l'action sociale. Souvent, il y a deux grandes branches, action sociale, urgence, secourisme, et puis au milieu, il y a l'urgence, avec plutôt du soutien aux populations sinistrées. Et donc, voilà, une partie de ces associations fait quelque chose qui est devenu très à la mode, c'est de la maraude, vers un public qui est fragilisé. On parle d'urgence sociale parce que ces personnes sont considérées comme dans une situation de danger immédiat avec un risque à l'intégrité physique.
me semble-t-il, il y avait un rapport de l'IGAS de 2006 qui disait que ne serait-ce que sur Paris, en 2006, il y avait une quarantaine d'opérateurs de maraude. Je pense qu'aujourd'hui, avec le phénomène de mode et les différentes actions citoyennes, on a sûrement dû tripler le nombre. Depuis 2010, alors avant il n'y avait aucune coordination, depuis 2010, là je parle bien d'urgence sociale et donc d'un ministère des Affaires sociales, ils ont créé des services intégrés d'accueil et d'orientation dans chaque département pour essayer enfin de coordonner tout ça, puisque chacun a sa mission, chacun a sa manière de faire. Et au bout, on a aussi ces associations toujours de sécurité civile qui, en hiver, on a des secouristes qui viennent renforcer les maraudes sociales. Donc là, on est déjà sur une mission assurée par des secouristes qui ne rentrent déjà plus dans les catégories ABCD, éventuellement soutien aux populations sinistrées. Alors, c'est un point de vue personnel, vous m'en direz plus. Alors, la question que je me pose, c'est que visiblement, dans chaque département, c'est très compliqué de coordonner ces maraudes, sachant qu'au final, la personne, son domicile, elle est à la fois bénéficiaire d'action sociale, usagère et aussi victime, parce qu'elle est sur la voie publique, donc il y a des maraudes, il y a des pompiers, il y a des policiers, il n'y a pas forcément une connaissance des uns et des autres, et quand il y a une absence de coordination, la personne qui en fait les frais, c'est celle qu'on était censé protéger. Alors ma question c'est, est-ce qu'il a déjà été pensé à intégrer ces associations, outre le SAMU social officiel dans un département, les autres maraudes associatives ou citoyennes, de les intégrer à cet agrément de sécurité civile? Est-ce que ça a été pensé et si la question a été rejetée, pour quel motif? Merci. Alors, vous avez sûrement des éléments de réponse. Le général Prieur aussi pourra s'exprimer aussi sur cette question après. Je vous en prie, non? Alors, mon général. Bien, bonjour. Je suis donc l'ancien commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Depuis 3 ans que je suis à la retraite, je suis dans le mouvement, investi complètement dans le mouvement associatif de sécurité civile. Je suis moi-même conseiller secourisme à l'Ordre de Malte. Et j'ai été élu, je suis très fier d'avoir été élu il y a 1 an par la Croix-Rouge, la FNPC, l'Ordre de Malte bien sûr, et la Croix-Blanche, comme président de la commission secourisme du CNPC dont on vous parlera tout à l'heure. Donc c'est un petit peu à cette qualité que je vais essayer de répondre à la question de Daisy. Alors, s'agissant de savoir si les maraudes et les actions qu'on appelle des actions de solidarité font partie de la politique de sécurité civile, je n'en suis pas sûr. Je laisserai tout à l'heure Jean Benet répondre précisément à cette question, mais personnellement, je n'en suis pas sûr. La détresse sociale, le monde de la rue, etc., ne procède pas exactement de la définition de la protection civile, au moins telle que je l'ai comprise. Donc, la coordination de toutes ces associations qui œuvrent au quotidien, et c'est vraiment extraordinaire, sur le front de la misère, oui, c'est probablement quelque chose d'intéressant, de nécessaire même, mais je ne suis pas sûr qu'à Asnières, il y ait un bureau qui soit investi de cette mission. Voilà. Donc voilà la première réponse que j'ai à donner à cela. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette réponse. Il ne faut pas s'arrêter parce que les associations qui m'autorisent à parler en leur nom, là, que je viens de citer, développent de plus en plus en leur sein des activités de solidarité. Donc les associations de secourisme, celles que j'ai citées, s'engagent de plus en plus sur ce terrain. Parce qu'il s'agit aussi d'une action qui appelle au bénévolat. Et nous réfléchissons actuellement, mais nous n'en sommes qu'au début de la réflexion, sur des interactions, ou plutôt une compatibilité entre le bénévolat sur le front de la détresse sociale et le bénévolat de sécurité civile. Alors je vous le dis tout de suite, si on demande demain aux bénévoles des maraudes de se taper les 70 heures de formation pour être équipiers
sur un poste de secours, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, hein, ça ne marchera pas. Mais dans les référentiels de la sécurité civile, il y a une autre qualification qui, elle, est vraiment identifiée dans le domaine qui nous rassemble aujourd'hui. Ce sont les logisticiens, ce qu'on appelle les LAD, les logisticiens administratifs et techniques, qui sont eux aussi des bénévoles de sécurité civile, hein, dont la formation est plus modeste que les secouristes agissant en équipe, que les PSE. Et que font ces logisticiens? Ben, ce sont ceux que l'on appelle pour monter des des postes de secours, hein, mais ce sont surtout ceux qui agissent dans le cadre des fameuses missions type B, lorsqu'il s'agit de prendre en compte une population sinistrée. Le cas le plus courant, celui que vous voyez régulièrement à la télévision, c'est la commune qui offre son gymnase et qui cherche ensuite une association pour équiper ce gymnase, accueillir les populations sinistrées et s'en occuper. Et quand je dis s'en occuper, c'est s'en occuper sur le long terme, parce qu'il faut souvent durer plusieurs jours là-dessus. Pour faire ce travail, il n'y a pas besoin d'avoir fait PSE1, PSE2. Il faut être un LAT, un logisticien. Hein, et un logisticien, suivant les associations, c'est 1 ou 2 jours de formation. Alors l'idée que nous évoquons maintenant dans les associations, c'est de proposer aux bénévoles des maraudes, comme vous dites, de se soumettre à un petit programme de formation, hein, qui est assez accessible, 2 jours maximum, pour leur donner la qualification LAT et, en cas d'urgence nationale, puisque là on est dans le risque exceptionnel, lorsqu'on cherche des bénévoles pour armer ces gymnases ou ces salles de classe transformées en centres d'hébergement d'urgence, aller les chercher et leur confier cette mission. Ils le feront d'autant plus qu'ils ont été formés, mais surtout qu'ils ont toute l'expérience que leur apportent les maraudes, avec tout ce que vous pouvez deviner d'empathie, de capacité au dialogue, de capacité à rassurer des populations, à leur expliquer un certain nombre de choses, etc. Là, il y a compatibilité entre l'urgence sociale, comme vous dites, et l'urgence de sécurité civile. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Je pense là qu'on est vraiment, si vous voulez, sur quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut au niveau national une instance de dialogue où les ministres et les grandes associations discutent, comme vient de le faire le général, sur un plan, si vous voulez, à la fois philosophique et très pratique, pour déterminer un cadre, des mesures à prendre. Et puis ensuite, dans chaque département, il faut qu'il y ait, sous l'autorité des préfets, des dialogues avec les associations, avec les élus, sur ce problème, qui est évidemment un problème délicat, mais qui est un problème bien réel, vous le savez bien. Dans les chiffres qu'on vous donnait tout à l'heure, nous, les effectifs du secours catholique étaient inclus. Hein, on les a mis dedans. Et quand nous proposions au ministre de faire un espèce de conseil national, on proposait que le secours catholique soit aussi présent. Parce qu'effectivement, il est un peu au carrefour de ces deux préoccupations, l'urgence et le secours social. Et quant à la coordination des maraudes, il y a déjà des tas d'exemples qui existent en France. Hein. Ancien préfet de Marseille que je suis, peut vous dire à Marseille, la coordination est totale, elle est sous la responsabilité du maire de Marseille, mais toutes les associations y collaborent, y compris aussi le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc ça existe déjà dans un certain nombre de villes. Mais il faut effectivement le généraliser, l'ordonner, et puis peut-être aussi l'organiser, enfin un peu différemment. Juste, je rajoute une chose. Qu'est-ce qu'on cherche dans cet équilibre subtil de la loi du 13 août 2004 ? On cherche à avoir le jour venu, le jour où il y aura une grande catastrophe de sécurité civile, on cherche à avoir des associations qui seront en mesure d'agir de façon complémentaire aux services spécialisés qui seront très occupés. Bon. Et donc le soutien à la population, il figure comme une des catégories d'agrément, et c'est pour ça qu'il y figure. Et cette action sociale, qui est effectivement un peu à la limite hein, du purement social et puis de l'appui à des personnes en détresse, il me semble que c'est une préparation très intéressante de vos structures aux missions de soutien à la population. Donc c'est pour ça, à mon sens, qu'il y a un lien, c'est pas du tout hors sujet de faire un peu des deux.
parce qu'il y a cet agrément soutien aux populations et il y a aussi un agrément, rappelez-vous, encadrement de bénévoles, qui dans le cadre du développement de la citoyenneté est un agrément très intéressant. Il faut pouvoir faire travailler des gens de bonne volonté, mais qui n'ont pas nécessairement des formations très pointues.